En appuyant sur cette vidéo sur le pardon, je me demande si vous n'avez pas pensé à une personne que vous n'avez jamais pardonné ou bien à une personne qui ne vous a jamais pardonné. Si cette vidéo vous fait penser à quelqu'un, que ce soit une personne qui ne vous a pas pardonné ou une personne que vous n'avez jamais pardonné, ne la fermez pas maintenant. Restez avec cette gêne quelques minutes. C'est votre signal. C'est là qu'habite votre prochaine étape et peut-être que vous allez vous excuser. Peut-être que vous allez pardonner. Peut-être que vous allez simplement accepter que c'est OK de ne pas pardonner tout de suite. Mais vous allez faire quelque chose et c'est ça qui compte. Si ce sujet vous intéresse, alors je vous laisse avec la suite de la vidéo. Maï te murmure. Le pardon est partout, parce qu'il traverse tous les âges, les cultures, les religions, les sociétés, parce qu'on nous a inculqué la valeur du pardon, notamment dans notre éducation, avec nos parents, mais aussi à l'école. Le pardon est important. Il y a bien des complexités dans le fait de pardonner. C'est la raison pour laquelle, dans cette vidéo, nous allons approfondir sur le sujet du pardon, en se posant plusieurs questions. Qu'est-ce que le pardon? Pourquoi pardonne-t-on? Qui pardonne? Dans quel contexte est-ce que l'on fait face au pardon? Que se passe-t-il lorsque l'on décide de ne pas pardonner à quelqu'un? Ou encore, que se passe-t-il lorsque les positions s'inversent et l'offensé prend la place de l'offenseur? Le pardon. Nous avons tous une représentation de ce que peut être le pardon. Mais je pense qu'il est nécessaire de partir d'un même postulat et c'est la raison pour laquelle je vais vous proposer une définition assez riche que j'ai tirée d'un dictionnaire de psychologie et qui nous servira tout au long de la vidéo. Le pardon consiste en le fait de mettre volontairement de côté les sentiments de ressentiment envers une personne qui a commis un tort, qui a été injuste ou blessante ou qui a autrement causé du tort à quelqu'un d'une manière quelconque. Le pardon n'est pas synonyme de réconciliation ou d'excuser un autre. Il ne consiste pas simplement à accepter ce qui s'est passé ou à cesser d'être en colère. Au contraire, cela implique une transformation volontaire de ses sentiments, attitudes et comportements envers l'individu afin que l'on ne soit plus dominé par le ressentiment et puisse exprimer de la compassion, de la générosité ou autre envers l'individu. On va approfondir tout ça. Je trouve cette définition vraiment très riche et c'est la raison pour laquelle j'ai trouvé qu'elle était plutôt adaptée pour notre vidéo. J'aimerais apporter une petite précision. C'est qu'il faut bien distinguer la différence entre d'un côté l'offensé, à qui on doit le pardon et qui accorde le pardon, et de l'autre côté, l'offenseur, celui qui demande pardon et aussi celui à qui on accorde le pardon. Je fais cette petite précision pour qu'on évite de se mélanger entre les deux rôles qui n'impliquent pas les mêmes choses. D'abord, s'agissant du contexte, il est clair que plusieurs situations peuvent nous mener à devoir pardonner une personne ou un groupe de personnes. Cela peut être après une trahison, une dispute, une séparation, un coup bas, etc. Et cela va souvent concerner un sujet qui nous a touchés, parfois blessés, parfois qui nous fera rien, mais qui nous fera exiger le pardon de l'autre, parce que nous le souhaitons par principe. Et évidemment qu'il y a différents degrés de gravité. Parce que c'est une chose de pardonner une personne qui nous a fait un petit mal, mais c'en est une autre de devoir pardonner une personne qui nous a fait beaucoup de mal. Il est nécessaire de préciser qu'à l'origine du pardon, il y a nécessairement une faute. Une faute qui peut parvenir de différents côtés. Elle peut être le fait de l'offenseur, qui doit avoir conscience d'avoir commis une faute et qui doit reconnaître que cette faute est à l'origine du mal de l'offensé. La faute peut également provenir des deux côtés. Elle peut être partagée. L'offensé et l'offenseur ont commis des fautes qu'ils peuvent s'imputer mutuellement. La faute peut également être volontaire ou involontaire et dans ce cas-là, on peut être plus à même de pardonner ou non. Il est important de préciser la place de chacun dans le pardon parce que du côté de l'offensé, il peut exister un fardeau mais aussi des enjeux psychologiques, tout comme du côté de l'offenseur. Tout d'abord, s'agissant de l'offensé, son fardeau est tel qu'il porte la blessure. Elle est réelle, elle est vivante, souvent elle est toujours présente. Il n'a pas demandé cette situation et il doit décider de garder sa rancune ou bien de pardonner et donc
son pardon dépend aussi de l'autre. Est-ce qu'il reconnaît sa faute? Est-ce qu'il s'en excuse? Les enjeux psychologiques de l'offensé sont tels qu'il peut faire l'objet d'une victimisation. C'est-à-dire que rester dans le rôle de victime peut lui sembler juste et cela peut lui permettre de préserver une certaine identité. Il peut aussi avoir un besoin de reconnaissance parce que l'offensé peut vouloir que sa douleur soit reconnue, qu'elle soit validée, qu'elle ne soit pas minimisée. Il peut aussi avoir peur de pardonner parce qu'on peut se demander aussi si le fait de pardonner ne signifie pas de minimiser le mal qu'on lui a fait. On peut aussi se demander si le fait de pardonner, c'est aussi le fait d'accepter qu'il y ait eu une injustice. Un dernier enjeu s'agissant de l'offensé est le contrôle. En effet, le pardon de l'offensé peut être une arme. En refusant de pardonner, il peut garder une certaine puissance. Et enfin, on peut aussi se poser la question de ce qu'attend l'offensé de l'offenseur. Peut-être qu'il attend de la sincérité, en n'ayant pas des excuses de façade. Il peut attendre de la conscience, que l'offenseur comprenne vraiment ce qu'il a fait. Il peut aussi attendre du changement, que l'offenseur ne recommence pas. Et enfin, de l'humilité, qu'il reconnaisse son tort sans minimiser quoi que ce soit. S'agissant de l'offenseur à présent, il a bien un fardeau parce qu'il porte la culpabilité. Parfois elle est consciente et parfois elle enfuit. Et si la culpabilité elle s'installe, elle devient un poids qui va le paralyser parce que l'offenseur finalement dépend du pardon d'un autre. Il n'a pas le contrôle total de sa rédemption et certains ne réalisent même pas qu'ils ont offensé quelqu'un. Et c'est là que les choses se compliquent. Ensuite, l'offenseur a également certains enjeux psychologiques. Il peut être partagé entre la honte et la culpabilité. La culpabilité d'avoir fait quelque chose de mal, mais aussi la honte d'être l'objet de quelque chose de mal. Ensuite, l'offenseur peut être en situation de défense. Plutôt que de reconnaître sa faute, il peut justifier ses actes, blâmer l'autre, minimiser les dégâts ou bien encore s'enfermer dans le silence. Et enfin, l'offenseur peut se retrouver dans la situation d'une rédemption impossible. Parce que même s'il demande pardon sincèrement, il ne peut pas remonter le temps. Il ne sait jamais non plus si son pardon sera accordé quand ou à quelles conditions. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'offenseur peut offrir quelque chose à l'offensé, c'est-à-dire des excuses, de la reconnaissance de ses torts, la volonté de changer, du temps pour que l'autre guérisse. Mais le grand paradoxe s'agissant du pardon, c'est que l'offensé a besoin d'une action de l'offenseur pour guérir et l'offenseur a besoin du pardon de l'offensé pour avancer. Et si l'un des deux n'agit pas, eh bien les deux restent bloqués. Dans ces cas-là, les choses se compliquent vraiment, encore une fois. Parce que la situation de blocage n'est vraiment pas une situation confortable et une situation durable dans laquelle on peut se permettre de vivre. Maintenant qu'on a bien identifié nos deux parties différentes, eh bien, se pose la question de savoir qui fait le premier pas. Deux chemins sont possibles. D'un côté, le pardon spontané et de l'autre, le pardon demandé. Le pardon spontané. L'offensé peut pardonner sans qu'on le lui demande. Alors, c'est un geste de générosité, de force intérieure. L'offenseur n'a peut-être même pas conscience de son impact. Et enfin, de l'autre côté, on peut avoir le pardon demandé, dans lequel l'offenseur doit d'abord demander pardon et cela suppose une certaine humilité de sa part. Dans ce cas-là, il est plus facile pour l'offensé d'accepter le pardon parce qu'il y a une certaine reconnaissance du tort qui lui a été causé. J'aimerais ajouter que tout autour de cette relation entre offenseur et offensé, il y a un acteur supplémentaire. C'est le temps. Le temps est très important parce qu'il peut aider à guérir, parce que plus le temps passe, plus la blessure s'estompe, plus le pardon devient facile, mais il peut aussi aggraver les choses. Si rien ne change, eh bien, le temps passe et puis le ressentiment se cristallise, la peine devient durable, la peine devient permanente finalement. C'est la raison pour laquelle la temporalité est très importante parce que le pardon peut arriver directement après l'événement. Alors la douleur à ce moment-là est assez brute. Le pardon peut aussi intervenir quelques jours, quelques semaines après. C'est là où on a réellement conscience de ce qui a pu se passer, la réalité s'installe. Et enfin, le pardon peut intervenir des mois ou des années après, où la blessure s'est tellement ancrée en nous qu'elle devient un trait d'identité. Et la vraie question finalement, c'est que le temps ne va pas pardonner à notre place. Il va juste nous donner une distance psychologique pour pouvoir choisir
de pardonner parce que, évidemment, le pardon est un choix. Ce n'est pas un devoir. Nous ne sommes pas obligés de pardonner parce que pardonner par obligation, finalement, c'est un pardon creux qui ne va pas guérir parce qu'on n'a pas pardonné pour soi. On a pardonné pour l'autre alors que le vrai pardon, il vient d'une volonté propre. Et du coup, j'ai une question qui me vient à l'esprit. Est-ce que c'est égoïste, finalement, de pardonner pour retrouver une certaine paix intérieure? Eh bien, personnellement, je pense que non. Parce que c'est tout simplement de l'amour-propre. C'est un acte de courage que l'on se fait à soi-même. Ce n'est pas de la faiblesse. On se protège et on s'accorde d'aller de l'avant. Mais qu'est-ce qui se passe quand il n'y a pas de pardon? Et bien sûr des deux côtés. Du côté de l'offensé. Si l'offensé refuse de pardonner, alors il fera preuve d'une certaine rancune qui ne va que lui causer un certain emprisonnement émotionnel. Parce que la blessure ne cicatrise jamais vraiment, elle devient de plus en plus lourde à porter et elle peut contaminer d'autres relations et finalement on n'a pas cette paix intérieure que l'on recherche tant, cette paix intérieure qui nous fait vivre. Et puis de l'autre côté, si l'offenseur ne change pas en ne demandant pas le pardon, eh bien il peut vivre une certaine culpabilité qui deviendra un poids permanent, un poids dont il n'arrivera pas à s'alléger, il ne pourra pas avancer dans la vie. Et il y a aussi le fait que la relation restera brisée, figée et finalement cela peut aussi résulter du fait que l'offensé ne pardonne jamais. Mais en tout cas, il est clair que le point commun dans ces deux points de vue-là, c'est que quand on refuse ou qu'on ne peut pas pardonner, personne n'est vraiment libre. Personne n'est vraiment en capacité d'aller de l'avant. Rien n'est jamais tout noir ou tout blanc. Il existe en effet qu'il y ait une inversion des rôles. Parce que bien qu'on puisse avoir la position d'offenseur et d'offensé, il arrive parfois que l'offensé ait aussi peut-être offensé l'offenseur. C'est un cycle. Est-ce que vous me suivez? Parce que les deux ont des responsabilités partagées dans ce cas-là. Et ce qui a commencé par une simple action va devenir une réaction, puis une contre-réaction, et finalement on se retrouve dans un schéma, dans une boucle. Et dans ce cas-là, qui est vraiment offensé et qui est vraiment offenseur? Est-ce que le rôle peut s'inverser pendant le conflit? Et comment pardonner quand on est soi-même responsable? Je vous laisse me dire ce que vous en pensez. Et puis, il y a des cas où l'offensé, donc la victime, se croit être l'offenseur. Elle se croit responsable de la faute. C'est bien le cas de la victime qui se place en bourreau. Et cette fois-ci, j'aimerais vous parler d'un comportement que j'ai eu pendant longtemps et que je pensais être une qualité. Il m'est arrivé de demander pardon alors qu'avec le recul, je ne pense pas avoir été fautive. Parfois, j'en étais totalement consciente et d'autres fois, je l'étais moins. En tout cas, ça a pu avoir des effets positifs parce que ça a permis à l'autre personne de reconnaître ses torts à son tour. D'autres fois, ça a simplement débloqué la situation et il nous a permis d'avancer. Mais il y a aussi des situations où je pense que ce comportement a fini par jouer contre moi. Je m'explique. À force d'être toujours celle qui fait le premier pas, je crois que j'ai parfois envoyé un message sans me rendre compte. Celui selon lequel, de toute façon, c'est moi qui vais m'excuser. Et quand ça devient un automatisme, eh bien certaines personnes n'ont plus vraiment de raison de se remettre en question. Pourquoi reconnaître sa part de responsabilité si quelqu'un accepte systématiquement de porter la faute à votre place? Et je ne dis pas que les gens le font toujours consciemment. Mais cette dynamique a pu s'installer. Et pendant longtemps, j'ai même interprété ça comme étant de la maturité. Je me disais que si l'autre n'était pas capable de faire le premier pas, autant que ce soit moi qui le fasse. En réalité, je crois que ce n'était pas uniquement de la maturité. C'était aussi de la peur. La peur que la relation s'arrête, la peur que le conflit dure, la peur de perdre cette personne. Alors je préférais m'excuser, parfois même quand je ne pensais pas avoir fait quelque chose de mal, simplement pour que tout redevienne normal. Le problème avec ce comportement, c'est que finalement, ce n'est pas une solution durable. À force de toujours se considérer comme responsable, on finit parfois par croire qu'on l'est réellement. Je me disais que je devais avoir fait quelque chose, ou bien que c'était peut-être de ma faute, ou bien que je sais pas, j'étais difficile à vivre. Et c'est là, finalement, qu'en tant que victime, je me plaçais en tant que coupable. Et finalement, les effets à long terme n'étaient pas glorieux parce que j'ai perdu une certaine estime de ma personne. J'étais incapable également de reconnaître mes propres limites. J'ai pu accepter des comportements toxiques et
je me sentais coupable sans raison. Mais aujourd'hui, eh bien, j'essaye de travailler là-dessus. Et je pense aussi que cela touche beaucoup à l'estime de soi. Ce sera peut-être aussi le sujet d'une autre vidéo. Mais en tout cas, c'est une question importante quand on parle du pardon. Parce que on ne peut bien pardonner que si on s'estime soi-même. Parce que si on ne s'estime pas, eh bien, on pardonne mal, on pardonne par peur, par habitude, par culpabilité. Alors que le vrai pardon vient d'une position de force, pas de faiblesse. Eh bien, je vous ai partagé cette réflexion parce qu'elle m'a pris du temps à comprendre. Et je sais que beaucoup d'entre vous, en regardant cette vidéo, peut-être que vous vous reconnaîtrez dans mon histoire. Et si c'est le cas, je veux vous dire une chose. Ce n'est pas trop tard. Et ce n'est pas égoïste de vouloir guérir. Le pardon, c'est pas pour l'autre, c'est pour nous. C'est pour reprendre notre vie. Eh bien, on arrive bientôt à la fin de cette vidéo. Mais avant de se quitter, j'aimerais qu'on garde en tête quelque chose qui résume finalement tout ce qu'on vient de voir. D'abord, l'offensé doit apprendre à reconnaître sa douleur sans en faire une identité. Il doit accepter le pardon de l'autre sans exiger l'impossible. Et pardonner doit être son choix. Il ne doit pas s'agir d'une obligation. Il ne doit pas le faire pour quelqu'un d'autre. Il doit le faire pour lui-même. Et ensuite, l'offenseur, quant à lui, doit apprendre à reconnaître l'impact de ses actes sans se prendre dans la honte. Il doit demander pardon avec sincérité, sans attente garantie. Et il doit vraiment changer. Il ne doit pas juste dire désolé, il doit accepter que parfois le pardon ne viendra pas. Mais enfin, ce que les deux doivent comprendre, c'est que le pardon n'est pas un événement unique, c'est un processus. Et ce processus ne peut vraiment commencer que si chacun accepte son rôle et ses responsabilités sans nier celle de l'autre. Avant de clôturer cette vidéo, j'aimerais vous poser une question. Qui êtes-vous en ce moment? Offensé, offenseur ou les deux? Et surtout, ce rôle que vous avez, est-ce vraiment celui que vous avez choisi ou bien est-ce celui dans lequel les blessures du passé vous ont enfermé? Parce que le pardon n'a pas de deadline, mais il commence toujours par une seule chose, eh bien, il s'agit de la volonté de vouloir guérir, pas l'autre, vous. Eh bien, merci de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt pour un autre sujet.